Notre invité, c'est donc Oustaz Bamba Ndiaye. Avec lui, nous allons évoquer la résolution condamnant la décision de Donald Trump de faire de Jérusalem la capitale d'Israël. Mais on va commencer, Oustaz, si vous le voulez bien, en parlant de la corruption au Sénégal. Une étude de l'OFNAC a fait polémique ce jeudi, cette étude qui sur la perception de la corruption qui dit que Diourbel, la région de Diourbel, est la zone la plus corruptogène au Sénégal et que les policiers et les gendarmes sont les plus exposés à la corruption. Quel commentaire vous suggère cette étude de l'OFNAC? Le premier commentaire que cela m'inspire, c'est que, à mon avis, l'OFNAC aurait dû laisser ce genre d'enquête à des agences de notation, mais une autorité qui a été créée, d'après ce qu'on disait, on se rappelle tous, le slogan « La crise, c'est pour l'ancien régime, l'OFNAC, c'est pour nous ». Donc l'OFNAC devrait viser les corrompus à col blanc qui sont tapés dans le régime et mais si l'OFNAC se met maintenant à faire des études que nous savons qui ne sont pas très fiables d'ailleurs parce que c'est sur la base d'échantillonnage et ensuite c'est fondé sur la perception de la corruption. Or l'OFNAC c'est pas ça son boulot. Son boulot c'est que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de corrompus dans notre pays et il faut les combattre de manière ferme. Au lieu de s'engager dans ce combat, l'OFNAC va perdre son temps dans des régions où nous trouvons peu de fonctionnaires d'ailleurs. Les régions, c'est les régions qui ont moins de fonctionnaires. Il n'y a pas de ministre là-bas, il n'y a pas de truc là-bas, donc on ne devrait même pas viser ces régions. Donc l'OFNAC veut se cantonner au niveau de la petite corruption. Or, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Je crois que quand on la mettait sur place, c'était pour combattre les grands corrompus à col blanc qui sont souvent dans tous les régimes. Hein. Vous parlez de perception, il y en a les premières réactions qu'on a entendues venant notamment de Mbacké et de Touba, c'est qu'on risque quand même de des amalgames qui pourraient être très très graves, d'autant plus que la réalité qu'on voit dans ces zones-là n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a comme perception de la corruption dans d'autres centres urbains. Mais absolument, c'est pourquoi je dis que l'approche pose beaucoup de problèmes, parce que ici, il ne s'agit pas de parler de perception, parce que la perception elle-même n'est pas unifiée. Les gens ont des perceptions différentes sur la corruption. Vous savez qu'ici, ce qu'on appelle Ndiégu Gouro, qui est un fonctionnaire qui vous rend un service, mais qui fait son boulot, est considéré par certains comme un acte de corruption. Alors, donc, la perception elle-même pose problème. J'aurais vu l'OFNAC peut-être travailler sur la clarification des concepts et des perceptions plutôt que de faire des sondages, parce que ça me ressemble plutôt... Est-ce que quelque part l'OFNAC n'a pas dévié de son chemin depuis le départ de Nafi Ngom Keïta? Mais absolument, ça se voit. Je crois aussi que si Nafi Ngom Keïta faisait bien son travail, et c'est ce que pensaient les Sénégalais, pourquoi la faire partir de cette manière cavaleresque, un peu cavalière? Alors, donc, le simple fait de la faire partir voudrait dire qu'on devait changer de cap. Je crois donc qu'actuellement, ça se voit, on n'est pas surpris par ce qu'on est en train de voir. Alors, ce qui n'a pas surpris également ce jeudi, c'est ce vote à l'Organisation des Nations Unies, qui a été appelé à voter pour une résolution condamnant l'attitude des États-Unis, notamment de Donald Trump, qui a décidé de faire de Jérusalem la capitale d'Israël. 128 pays ont voté pour la résolution, 35 abstentions, 9 ont voté contre, c'est-à-dire soutenant les États-Unis. Là, on peut dire que, au moins dans ce cas précis, les États musulmans ont quand même réagi. Oui, absolument, et c'était nécessaire, parce que quand même, c'était inacceptable que les États-Unis décident ainsi, en violant le droit international et le statut des Nations Unies, d'implanter son ambassade à Jérusalem. Pourtant, la décision n'est pas nouvelle, parce que c'est en 1995 que le Congrès américain avait effectivement décidé de transférer la capitale des États-Unis à Jérusalem et de reconnaître du coup Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Mais il restait aux différents présidents d'appliquer cette décision. Le Congrès leur avait donné quand même la possibilité, dans une clause qui permettait
de renvoyer la décision par 6 mois. C'est ce que, j'allais même dire, Bush a fait, Bill Clinton et même Barack Obama récemment. D'ailleurs, Trump, quand il faisait la déclaration, il a bien dit que mes prédécesseurs avaient promis dans leur campagne qu'ils allaient le faire, ils ne l'ont pas fait. Moi, je vous l'avais promis et je le fais. D'accord. Alors, là, avant, il y a eu un avant-vote, il y aura certainement un après-vote, puisque Donald Trump avait averti, Issa Tine revenait tout à l'heure sur cela, dans l'actualité internationale, qu'il allait y avoir des représailles contre tous ceux qui voteraient pour cette résolution. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut craindre que les États-Unis se mettent à sanctionner certains États? Mais c'est possible, parce qu'avec Donald Trump, rien ne nous surprend. Mais je crois que c'est plutôt les États-Unis qui risquent d'être sanctionnés, parce qu'ils vont faire face à tout le monde. Et aujourd'hui, une majorité écrasante des États membres des Nations Unies ont décidé de lui tourner le dos et de lui montrer que sa décision est une erreur flagrante. Donc, je crois bien que Donald Trump, en essayant de lancer peut-être cet avertissement, ne faisait peut-être que ce qu'on appelle ici du simb, mais ça n'ira pas trop loin parce qu'il ne peut pas se mettre, non seulement se mettre à dos toute la nationale en violant le droit international, mais également faire face à certains pays pour vouloir les sanctionner. Alors, ils ont été très clairs également, les Américains, leur ambassadeur aux Nations Unies l'a redit, et qu'ils vont regarder de très près ceux qui ont voté pour cette résolution, et que pour eux, il n'était plus question de dépenser l'argent des Américains n'importe comment. Le Sénégal a voté pour cette résolution, nous faisons partie de ces 128 pays. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal a des raisons d'avoir des de Washington? Crainte non, mais que le Sénégal court le risque de subir des représailles, c'est possible. Mais il ne doit pas y avoir de crainte, parce que le Sénégal est dans son droit et je crois que le Sénégal ne pouvait pas faire autre chose. N'oublions pas, je l'ai rappelé tout à l'heure, que le Sénégal préside depuis sa création le Comité international pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien. Le Sénégal est membre de l'OCI. Le Sénégal est un pays à majorité musulmane. Depuis le début de notre indépendance, des positions claires, nettes et fermes à l'égard de la question palestinienne. Ce n'est pas aujourd'hui quand même, malgré tous les revers que nous avons notés ces derniers temps dans notre diplomatie. Je crois qu'on ne peut pas quand même faire ce grand virement. Avant le vote de cette résolution-là, il y a eu une rencontre de l'organisation de la conférence islamique convoquée à Ankara par Recep Tayyip Erdogan. Le Sénégal s'était fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, Sidiki. L'État même africain avait fait le déplacement. Est-ce que là, on n'a pas un peu raté le coche? Mais absolument, mais là, on comprend pourquoi. Parce que vous savez que dans cette affaire, l'Arabie Saoudite, malheureusement, a été ciblée par beaucoup de pays. Parce que la première visite que Donald Trump avait faite dans le Moyen-Orient, c'était vers l'Arabie Saoudite. Et on disait que c'est à partir de ce moment que le problème de l'application de cette décision du Congrès a été négocié avec les Saoudiens. Bon, on a vu aussi le prince Ben Salman visiter de manière discrète l'Israël. Donc, bref, il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour. C'est pourquoi d'ailleurs Recep Tayyip Erdogan s'est précipité à dire, parce que dès la déclaration de Trump, il a dit, moi je suis prêt à recevoir un sommet de l'OCI. Parce qu'il savait que l'Arabie Saoudite n'allait pas le faire, et même si elle voulait le faire, certains pays n'allaient pas y répondre. Notre pays, comme il est arrimé un peu à l'Arabie Saoudite actuellement, c'est normal, parce que l'Arabie Saoudite non plus n'a pas assisté à ce sommet. Les Émirats Arabes Unis n'ont pas assisté. Donc notre pays, sûrement, a suivi l'Arabie Saoudite. Et même allé jusqu'à dire que si Trump ne recule pas, il était prêt à faire de Jérusalem, à reconnaître Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Est-ce que vous pensez que des États musulmans comme le Sénégal pourraient suivre la Turquie sur ce chemin-là? Mais absolument, c'est tout à fait normal. Je pense que d'ailleurs ça, c'était la décision de l'ONU. D'abord, dans le premier partage, Jérusalem-Est était donné aux pays arabes, aux Palestiniens donc notamment, et le reste était une zone internationale. C'est après les guerres successives
remportée presque par l'État d'Israël, qu'Israël a fini par s'accaparer tout le reste. Et maintenant vouloir en faire sa capitale. Mais au début, c'était loin d'être le cas. On va terminer en parlant des relations entre le Sénégal et le Qatar. Ces relations-là étaient plus ou moins heurtées avec l'affaire Karim Wade est passée par là. Ensuite, il y a eu cette décision du Sénégal de se ranger derrière l'Arabie Saoudite dans le conflit qui l'opposait au Qatar. D'ailleurs, beaucoup disaient qu'à l'époque, le Sénégal avait fait appeler son ambassadeur. Il aurait dû refaire la même chose quand les États-Unis ont décidé de faire de Jérusalem la capitale de la Palestine. On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, l'émir du Qatar a voyagé en visite au Sénégal pour 24 heures. Est-ce que vous pensez que cela veut dire que les relations conflictuelles sont complètement dépassées? Non, pas du tout. Je dis tout simplement que l'émir du Qatar a décidé de faire une offensive vers l'Afrique. Parce que le Qatar aussi, disons-le net et clair, avait commis une erreur dans le passé en négligeant un peu l'Afrique. Mais aujourd'hui que le Qatar s'est rendu compte de l'importance du continent africain, ils ont clairement l'Afrique, comme le dit tout le monde d'ailleurs, donc ils ont commencé à rectifier. Mais le Sénégal est réticent pour cette visite. D'ailleurs, il y a tellement de bizarreries dans cette visite que l'on pourrait appeler véritablement de scandale diplomatique. Cette visite n'est pas accompagnée d'une grande communication quand même. Ben non, absolument. Je ne parle même pas de grande communication. Mais il y a même je ne sais pas, l'État a décidé tout simplement de ne pas communiquer là-dessus. Aujourd'hui, lisez toute la presse d'aujourd'hui. À part le Soleil, trois accords, et quel accord entre le Qatar et Doha, aucun autre journal, parce qu'ils n'ont fait que reprendre le communiqué laconique de l'APS qui a parlé de l'arrivée de l'émir du Qatar. On avait prévu que cette visite allait durer 72 heures, finalement c'est 24 heures. On avait prévu un dîner de gala, ça n'a pas eu lieu. On avait prévu une conférence de presse entre les deux chefs d'État, ça n'a pas eu chose. Donc ça montre tout simplement que cette visite n'était pas voulue par le Sénégal, parce que la visite, en fait, ce n'est qu'une étape dans une grande tournée africaine que l'émir est en train de faire. Qu'est-ce qui explique ce qu'on pourrait appeler ces couacs dans la préparation de la visite? On annonce des activités qui n'ont pas eu lieu. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Mais une absence n'ont pas été à la hauteur? Absolument. Moi, je l'ai déjà dit dans 2 ou 3 contributions. Les gens pensaient que c'était du harcèlement. C'était loin d'être le cas. C'était très objectif. Constater que nous manquons aujourd'hui de vision diplomatique. Vous savez, les gens pensent que quand un pays manque de vision économique, politique, c'est grave. Mais c'est encore beaucoup plus grave quand le pays manque de vision diplomatique. Surtout dans cette époque où nous vivons la mondialisation. Aujourd'hui, la diplomatie joue un rôle extrêmement important. Et dans notre pays, ce que nous avons constaté, c'est que nous n'avons pas de vision diplomatique. La preuve, quand il y a eu le problème entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, notre pays s'est précipité à appeler son... en ce moment, je l'avais dit dans une contribution que j'avais publiée, que notre pays devait jouer un rôle de médiateur. Aujourd'hui, ils l'ont reconnu parce que si vous écoutez les déclarations du président Macky Sall aujourd'hui en recevant son hôte qatari, il a dit que le Sénégal souhaite une réconciliation entre les deux frères. Ça, c'est ce que nous avions dit au départ. Alors, beaucoup disent également que pour travailler avec ces pays-là, arabes notamment, au-delà de la diplomatie faite par des diplomates, il faudrait un travail de l'ombre qui est fait par des Sénégalais qui ne sont pas forcément bien visibles. Mais ça se fait dans tous les pays du monde. Je crois que cette diplomatie parallèle est tout à fait normale et nécessaire. Les prédécesseurs de l'actuel président l'ont pratiqué. Aujourd'hui, on est obligé de le faire, mais malheureusement, on le fait avec des étrangers. Qu'est-ce que vous avez lu aujourd'hui dans la presse? Que c'est grâce aux Mauritaniens Moustapha Lami Chafi et à Nicolas Sarkozy. La visite a eu lieu. Demain, on va parler d'un autre. Or, il y a dans ce pays des fils du pays qui sont capables de faire le même travail, sinon mieux, parce qu'il n'y aurait pas eu ce couac diplomatique et ce revers, moi je peux dire même un scandale, si vraiment ils avaient impliqué certains gens qui maîtrisent bien ces questions-là. Grand merci à vous, Oustaz Bamba Ndiaye. Je rappelle que vous êtes ancien ministre et que vous étiez l'invité de ce magazine.